Seriez-vous capable de soulever un camion à mains nues? Non? Quelle surprise! Permettez-moi alors de vous présenter le véritable colosse de la nature, l'océan. Lors d'un méga-tsunami qui frappa l'Afrique il y a plusieurs millénaires, il projeta sans effort des blocs de 700 tonnes, comme s'il s'agissait de simples gravillons. Ce n'était pas juste une mauvaise journée à la plage. Cette vague titanesque relégua au rang de vaguelettes les tsunamis de 2004 en Indonésie et de 2011 au Japon. Pour mesurer l'ampleur de l'horreur que représentent déjà les tsunamis ordinaires, sachez que celui survenu au Japon en 2011 engendra des vagues atteignant 40 mètres. Celui de l'océan Indien en 2004, légèrement moins élevé avec ses 30 mètres, entraîna néanmoins plus de 2000 pertes humaines dans de nombreux pays. Imaginez maintenant quelque chose d'infiniment pire. Durant longtemps, la communauté scientifique considérait de telles vagues comme relevant du domaine de la science-fiction. Puis l'on découvrit d'immenses blocs de roches projetés profondément dans les terres. Et les calculs révélèrent qu'il aurait fallu des vagues de 250 mètres de hauteur pour commettre une telle dévastation minérale. L'auteur de ce cataclysme, un volcan dont l'effondrement brutal dans l'océan déclencha l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés sur notre planète. En règle générale, on attribue les tsunamis aux séismes sous-marins, ces affrontements colossaux entre plaques tectoniques. Mais les volcans possèdent eux aussi un potentiel destructeur redoutable. En 1883, le volcan indonésien Krakatoa entra en éruption durant 6 mois sans relâche, avant d'exploser. Une détonation si puissante qu'elle fut entendue jusqu'en Australie. Elle déclencha une série de tsunamis, dont certains culminèrent à près de 30 mètres. Et pourtant, ce cataclysme volcanique ne fut qu'une modeste mise en bouche face au déchaînement dantesque du méga-tsunami. À l'époque, le volcan à l'origine du désastre n'était pas simplement colossal. Il perdit un pan entier, 10 fois plus volumineux que le mont Everest. 10 Mont Everest. Comme si la Terre avait voulu expérimenter les conséquences d'un jet de montagne dans l'océan, par pur caprice. Lorsque tout un pan du volcan s'est affaissé dans l'Atlantique, l'onde générée aurait pu engloutir 3 fois la Statue de la Liberté. Elle a même balayé une île située à plus de 50 km de là. Le volcan responsable de cette scène digne d'une superproduction hollywoodienne n'était autre que le Pico do Fogo, niché, comme vous l'aurez deviné, sur l'île capverdienne du même nom. Cette île n'est, en réalité, qu'un immense volcan solitaire ayant émergé des flots grâce à un point chaud magmatique, une zone sous-marine où le magma s'échappe en quantité, formant des volcans. Au fil du temps, ce magma s'est refroidi et accumulé en couches successives, telle une pile de crêpes, jusqu'à ce qu'après 7 éruptions majeures, l'île surgisse à la surface, comme un diable dans sa boîte jaillissant des profondeurs. Et voilà, un volcan était né. Mais cette naissance spectaculaire portait en elle les germes d'une future catastrophe. Plus un volcan prend de l'ampleur, plus son poids devient écrasant. S'il manque de magma pour soutenir cette masse, la structure entière risque de s'effondrer. Il n'en faut parfois guère plus. Une secousse minime, un peu d'érosion ou un socle friable composé de sédiments meubles suffisent à provoquer la chute, comme un géant tentant de garder l'équilibre sur un tapis de billes. Le Pico do Fogo cumulait tous les facteurs de risque. Une hauteur excessive, un poids considérable et des fondations instables. Et cela ne fait qu'empirer. À mesure que le volcan gagne en masse, il écrase peu à peu le magma sous-jacent. Incapable de remonter, la lave reste prisonnière, s'épaississant lentement à la manière d'un potage oublié sur le feu. Les gaz s'accumulent, la pression grimpe, jusqu'à l'explosion. C'est l'équivalent géologique d'un trop-plein de burritos combiné à une tentative désespérée d'étouffer un éternuement. Ce trop-plein d'énergie et ce déséquilibre peuvent provoquer ce que l'on appelle un effondrement de flanc, ou plus simplement, oups, la moitié du volcan vient de tomber dans l'océan. C'est précisément ce qui s'est produit avec le Pico do Fogo. Nombre des îles volcaniques, nées de tels phénomènes, ont depuis longtemps disparu. Pourtant, le Pico do Fogo demeure bel et bien actif. Sa dernière éruption remonte à 2014, et sachant qu'elle se manifeste environ tous les 20 ans, peut-être conviendrait-il de différer toute escapade sur l'île vers 2034. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que seuls les grands édifices volcaniques pouvaient s'effondrer de cette manière. Mais des travaux récents révèlent que même les îles les plus modestes, ces Danny DeVito du monde insulaire, n'échappent pas au risque. Leur stabilité n'est qu'apparente, liée à leur faible masse. C'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger glissant tous deux sur la glace. La chute d'Arnold causera plus de dégâts, mais Danny peut tout aussi bien valdinguer. Et ces petits effondrements? Ils sont loin d'être insignifiants. Prenez l'exemple de Santa Maria, une petite île portugaise, environ 170 fois plus petite que celle d'Hawaï. Elle s'est effondrée plusieurs fois, non par choix,
mais parce qu'elle repose sur une base fragile, faite de sédiments marins meubles, semblables à des miettes détrempées. Pour ne rien arranger, elle se situe près de la faille des Açores orientales, un point où 3 plaques tectoniques s'affrontent sans relâche. Cette faille a déjà causé de nombreux tremblements de terre, et même des tsunamis à Lisbonne, ce qui donne une idée des périls qui guettent ceux qui vivent juste au-dessus. Chaque fois que le volcan de Santa Maria grandit par une éruption, il s'enfonce. Mais lorsqu'un pan s'effondre, la structure rebondit comme une bouée. Cette alternance, mont sous-marin, île, puis retour sous l'eau, fait de Santa Maria une sorte de sous-marin jouant à cache-cache avec l'océan. Et chaque réapparition peut entraîner un tsunami. Un autre volcan à la stabilité incertaine est le Pacaya, situé au Guatemala. Entre 2011 et 2013, les scientifiques y ont observé d'infimes mouvements du sol, signe que quelque chose remuait en profondeur. Et en 2014, le volcan est effectivement entré en éruption. Il ne s'est pas effondré cette fois, mais le danger persiste, surtout si le magma s'y accumule comme cela s'est produit avec le Pico do Fogo. Une explosion pourrait alors se produire, au sens propre du terme. Il y a environ 1 millier d'années, le Pacaya a subi un effondrement massif, projetant des débris à plus de 25 km. Depuis, il s'est reconstruit à la manière d'un phénix en fusion, mais la menace d'un nouvel effondrement reste réelle. C'est pourquoi les volcanologues surveillent la moindre secousse. Ce n'est pas une crainte excessive quand la montagne peut vraiment s'écrouler. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais tout cela appartient au passé. Un effondrement entraînant un pareil méga-tsunami ne peut plus survenir, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue au XXIe siècle. Des îles comme Hawaï, La Palma ou certaines parties des Caraïbes reposent sur les mêmes coussins géologiques. Il suffit d'un cocktail bien dosé. Sol friable, pente abrupte, un soupçon de magma piégé et patatras, effondrement de flanc. En réalité, cela s'est déjà produit. En 2018, Anak Krakatau, le rejeton du tristement célèbre Krakatoa, a perdu une grande portion de sa masse lors d'une éruption. Ce fut à l'origine d'un tsunami, certes peu destructeur, mais plutôt gênant. Imaginez un volcan perdant son pantalon en public. C'est humiliant, mais pas fatal. Mais cela reste modeste comparé au grand spectacle du passé. L'effondrement de l'île Ritter en 1888 fut si violent que son altitude passa de plus de 610 mètres à seulement 140, une île littéralement raccourcie par la force du désastre. Le record revient toutefois à la fameuse vague de la baie de Lituya en 1958. Un séisme de magnitude 7,8 provoqua un éboulement titanesque, lançant une vague plus haute que l'Empire State Building à travers l'Alaska, à la vitesse d'une voiture fonçante à vive allure. Étonnamment, seules 5 vies furent perdues. Mais la cicatrice laissée sur le paysage reste visible, depuis l'espace. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires peut, elle aussi, faire s'effondrer des volcans. En diminuant soudainement la pression sur la croûte terrestre, elle les déstabilise. C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. Un peu comme tirer brutalement la chaise de quelqu'un qui serait resté immobile depuis des siècles. Et voici un autre péril auquel vous n'auriez sans doute jamais songé en préparant votre escapade tropicale. Certaines îles volcaniques s'élargissent à mesure que la lave se déverse dans la mer, formant des plateformes instables appelées deltas de lave. Ces formations peuvent s'effondrer brutalement, sans crier gare, entraînant les terres nouvellement créées, et parfois même des touristes imprudents dans les flots. Sans vouloir gâcher l'ambiance, mieux vaut éviter de poser le pied sur ces étendues fumantes à peine refroidies. Alors oui, la prochaine fois que vous savourerez la douceur d'une île volcanique en vous disant « Quel havre idyllique !» Gardez à l'esprit qu'elle pourrait tout aussi bien être une bombe géologique à retardement, au tempérament capricieux. Des projectiles de la taille de montagnes au delta de lave surgissent sans prévenir. Les volcans ont toujours su cultiver l'art du spectacle.